Est-ce qu'on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ils se disent stop, il faut qu'on soit entendu véritablement, il faut que les choses changent parce que entendu, c'est peut-être une chose, mais l'action derrière, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis contre tout ce qui est front, dans tout ce qui est armée et services régaliens, parce que c'est eux qui doivent donner l'exemplarité à l'ensemble de la population. Si par cas on montre que même la police se rebelle contre l'État, est-ce que ça n'encouragera pas les personnes qui poursuivent au quotidien à se rebeller contre l'État aussi? Parce que c'est ça le message qui sera envoyé. Si vous, policiers qui sont garants de l'ordre public, vous êtes les défenseurs de l'État français, vous détenez le monopole de la violence légitime, vous décidez de vous rebeller, si par cas vos collègues sont vraiment responsables, et ben dans ce cas-là, beaucoup de gens vont se dire bon, tout le monde peut se rebeller contre Mmh. l'État. Donc moi, c'est le premier message. Ensuite, après, on peut les comprendre, comme ça a été rappelé précédemment, parce qu'il y a un contexte qui est spécifique. Si on prend ce qui s'est passé au début de l'affaire Naël, c'est-à-dire qu'au départ, le policier a été jeté en Mmh. pâture par le président de la République Mmh. qui a attaqué lui-même à sa présomption Il a dit que d'innocence. c'était Il a dit que inexcusable. c'était inexcusable, puis ensuite après il a dit que c'était la justice de décider, mais il a Mmh. déjà jugé avant même de laisser la justice juger. Ensuite, après, on a soutenu les policiers de manière sans équivalent, notamment Gérald Darmanin, Mmh. quand on en avait besoin pendant les émeutes, parce qu'il fallait garantir l'ordre et parce que tous les électeurs d'Emmanuel Macron étaient en train d'avoir peur parce que les émeutiers arrivaient au centre de Paris et dans les centres urbains, donc tout le monde avait peur, donc il fallait protéger un peu comme au moment des Gilets jaunes. Et une fois que la fête est terminée, bon, on lâche de nouveau les policiers. Donc les policiers peuvent s'estimer utilisés par le pouvoir parce qu'ils ne se rebellent pas contre la France. Ils se rebellent contre quelqu'un spécifiquement. Mmh. Ils se rebellent contre un gouvernement. Pourquoi ce gouvernement spécifique? Parce que de toute façon, ce gouvernement ne comprend que le rapport de force. Ça a été montré à plusieurs reprises. Les Gilets jaunes n'ont obtenu 10 milliards que lorsqu'ils ont cassé l'Arc de Triomphe. Les grévistes de la SNCF n'ont obtenu des augmentations que lorsqu'ils ont fait grève massive pendant les dernières fêtes de Noël. Et là maintenant, les policiers, je pense, comprennent comme tout le monde qu'avec ce pouvoir, malheureusement, et moi je pense que c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là, ils vont obtenir des choses avec Emmanuel Macron et son gouvernement que par la force. 70% des policiers marseillais n'ont pas travaillé cette nuit. Quand on connaît la situation à Marseille, on se dit quelle est l'issue? C'est-à-dire qu'il faut que la situation dégénère pour qu'on se rende compte que ces policiers, évidemment, sont importants et qu'ils soient entendus. Parce que s'ils se mettent en service minimum, et si j'ose dire, s'il n'y a pas de drame ou de quoi que ce soit derrière, malheureusement, il n'y a pas de raison de faire changer les choses. Mais de toute façon, un policier qui s'engage, il ne le fait pas pour le salaire. Sinon, ça se saurait depuis longtemps. Oui. Il le fait par vocation. Et que si on en est à un moment où des policiers décident de faire grève dans un contexte qui est tendu, où il y a des risques d'émeutes, où il y a des fêtes parallèles qui s'organisent dans certains On quartiers. est dans une ville sensible aussi, on est à Marseille. Dans une ville très sensible, dans un contexte particulier, dans une période d'été où c'est tout le temps compliqué, avec des faits divers qui deviennent des faits de société de manière récurrente. Moi, de souvenir, et pourtant, je ne dis pas que le gouvernement ne soutient pas la police, je dis juste que vous devez vous interroger. Les policiers, ils ont fait face à plein de gouvernements qui leur étaient hostiles. Les gouvernements de Mitterrand n'étaient pas le plus aimables avec la police. Les gouvernements de Hollande, avec Taubira et compagnie, n'étaient pas plus aimables avec la police. Et pourtant, il n'y a jamais eu de telle rébellion et de telle fraude qu'au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Lorsque Christophe Castaner était ministre de l'Intérieur, il y avait des policiers qui jetaient leurs menottes à terre pour protester contre Castaner. Et désormais, vous avez des policiers qui font grève. Oui, mais maintenant, il y a quand même un ministre de l'Intérieur, et ça, on peut effectivement le reconnaître à Gérald Darmanin. Lui est aux côtés des forces de l'ordre. Oui, mais le reste du gouvernement, oui, c'est une autre question. Mais oui, mais déjà, point, au moins, le ministre de l'Intérieur est à sa place. Il est assez apprécié par les forces de l'ordre. Oui, moi, je critique pas le ministre de l'Intérieur. Il fait de son mieux. Le souci, c'est que je pense pas qu'il il vise pas le ministre de l'Intérieur. Il vise la tête de l'exécutif, le duo exécutif. Il vise Borne et Macron. Vous pouvez dire que vous faites tous les actes possibles, et c'est sûrement vrai. Moi, je dis juste, interrogez-vous, parce que si la police fait sécession, comment on fera lors de la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain? Comment on fera au JO 2024? Et ça, on va en parler d'ailleurs Vous ne pouvez pas faire face à après une police qui est en plein état d'exaspération, qui est en burn-out le plus complet, avec des effectifs qui sont à bout depuis des années, et sans prendre en compte leurs revendications, et par des allers-retours du en même temps qui, au final, se fait toujours à leur détriment. Je vais essayer de répondre aux deux questions. La première, c'est que société civile en politique, ce n'est pas forcément un drame. Je vais prendre deux exemples. C'est Christine Lagarde, qui a été directrice générale du FMI, qui est actuellement gouverneur de la Banque centrale européenne, et Emmanuel Macron lui-même, qui vient de la société civile initialement. Je pense qu'il y a un problème de mettre des gens de société civile dans le contexte actuel, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue. C'est-à-dire que tous les ministres doivent se battre en permanence, en combat, dans la mesure où ce sont des CDD et qui sont en sursis. Et je pense que le remaniement permet de mettre des profils politiques et surtout médiatique en vue de conquérir l'opinion, parce qu'Emmanuel Macron est actuellement bas dans les sondages. Donc il faut montrer que le gouvernement est capable d'agir. Or, pour obtenir des résultats, souvent, les ministres techniques et société civile instillent dans un temps qui est long, parce qu'ils ont une vision, ils sont experts du sujet, et ils savent qu'on ne va pas résoudre les problèmes d'éducation en 5 semaines, en 6 semaines. Ça va prendre 5, 10, 15 ans à faire face à une telle déconstruction. Et donc, un ministre politique est capable, comme Gabriel Attal habilement hier, de montrer qu'il est capable d'agir incroyablement en faisant rien du tout. Et c'est ça le truc formidable, parce qu'en fait, il va passer... En 24 heures, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Moi, je pense qu'il va passer pour un très bon ministre de l'Éducation nationale pour une simple et bonne raison.
comme Macron est passé pour un bon président aussi, lors de son premier quinquennat et ses premières années de mandat, parce qu'il passe après 2 ectoplasmes. Macron après Hollande et Gabriel Attal après Pape Ndiaye, qui est peut-être je vous laisse libre de les qualifier d'ectoplasme. Oui, moi je le confirme, qui sont dans le triumvirat des ministres d'éducation le plus nul. Il manque Payon et Belkacem, mais on a le trio de la déconstruction dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils ont été en capacité de pouvoir détruire l'école très rapidement. C'est pour ça qu'on attend de Attal des choses qui sont différentes de ce qu'on attendait, par exemple, de Pape Ndiaye par rapport à Blanquer. Blanquer avait plutôt 5 années qui étaient excellentes, dans la mesure où il était revenu sur la déconstruction de Belkacem, de Payon, et qui pouvait mettre en place certaines réformes, notamment la laïcité, remettre au cœur les savoirs fondamentaux plutôt que élargir, et je suis d'accord avec vous, l'instruction publique plutôt que l'éducation au sens large, et donc il lui permettait de faire tout ça. Et la différence, c'est que Attal, on n'attend pas de tout ça, on attend juste qu'il fasse exactement le contraire de Pape Ndiaye et il réussira sa mission. On l'entend, et d'ailleurs il a sans doute raison, mais si on a par contre des personnes qui ne veulent plus aller travailler au contact du public, qui ne veulent plus dans les postes, dans les banques, se dire je peux parce que telle personne est à découvert, finalement être agressée physiquement, il va y avoir un moment où des services publics vont fermer parce qu'il n'y aura plus personne pour y aller. Ça ne fait pas rêver quand même les chiffres qu'on vient d'entendre. On avait déjà une menace sur ces types de métiers avec la robotisation et la numérisation. C'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de caisses qui devenaient automatiques et de plus en plus de services publics qui étaient numérisés. Là, maintenant, on a une nouvelle menace, c'est la montée des incivilités, de la violence, des agressions au quotidien. On peut passer de processus de décivilisation, comme l'avait dit le président de la République en prenant Jérôme Fourquet. Moi, je pense que le point essentiel, c'est que quand vous prenez le rapport de la CIA qui décrypte les grandes mutations mondiales des sociétés occidentales, c'est qu'ils disent que le monde est marqué par 2 phénomènes. La polarité, c'est-à-dire que des personnes, au lieu de se retrouver au centre pour pouvoir discuter de quelque chose, s'écartent de plus en plus au fil d'une discussion, au fil d'un échange, notamment politique. Et là, en l'occurrence, à propos d'un échange de conseiller bancaire. Et en plus, les gens devenaient de plus en plus radicaux. Là où il y a 10-20 ans, lorsque vous aviez un problème d'accident de voiture ou de problème d'altercation avec quelqu'un, vous étiez uniquement dans l'altercation verbale, d'agression verbale. Là, maintenant, tout de suite, ça devient une agression physique. C'est-à-dire que les actes sont montés d'un cran. La difficulté qu'on a maintenant, c'est 2 choses. Il faut encourager des comportements qui sont responsables et civilisés. Or, les comportements actuels ne sont pas encouragés dans ce sens-là, dans la mesure, si vous voulez obtenir quelque chose, c'est toujours par la violence, par les actes, etc. Et certains responsables politiques donnent le mauvais exemple. Je pense notamment à ceux qui se comportent comme s'ils étaient à la fête de l'UMA ou dans une ZAD en parlant de certains députés. Et l'autre point, c'est la sanction. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir sanctionner ce type de comportement pour dire et pour redistinguer ce qui est bien et ce qui est mal. De toute façon, le processus d'éducation est tellement avancé en termes de déconstruction qu'une grande partie des Français ne partagent plus les mêmes valeurs et le même sens moral. C'est-à-dire qu'on différencie ce qui est bien et ce qui est juste et ce qui est mal, d'un côté. Et donc, du coup, le seul point qu'on peut faire maintenant, comme on ne peut pas encourager ce type de comportement, parce que de toute façon, l'autorité, la chose qui est sacrée de haut, du message du haut vers le bas, ne passe plus, pour l'instant, et malheureusement, c'est la sanction. Donc moi, j'encourage le processus qui avait été enclenché, je crois, il y a 2 étés, c'est-à-dire mettre des contraventions en cas de mauvais comportement, parce que ça permet d'aller plus vite, de désengorger les tribunaux, et de dire, voilà, si vous agressez quelqu'un, au minimum, vous avez une contravention, 150, 200 euros, 300 euros, et ça permet d'éviter ce type de comportement. Dominique est un salarié. Un jeune international, en parlant de Mbappé, toujours véritable espoir du football français, mis à l'écart depuis la reprise de l'entraînement, qui ne sait rien aujourd'hui de son avenir. Qu'est-ce que vous en pensez, William Tett, cette situation ? Qui a tort, qui a raison ? Déjà, le communiqué, ils se foutent de la gueule du monde. C'est des menteurs professionnels. Tout simplement parce que vous avez beaucoup de joueurs qui rompent leur contrat en demandant à rompre le contrat avant. Donc évidemment, ils utilisent ça quand ça leur convient. Donc, mais c'est pas la première fois que les gens sont hypocrites. Moi, je suis plutôt bien le dossier. Je suis abonné au PSG, donc... ça m'attriste de voir ça, et Kylian Mbappé est un de mes joueurs préférés. Avant même qu'il arrive au Paris Saint-Germain, je pensais qu'il allait devenir l'héritier de Pelé, parce que je le suivais à Monaco, on le regardait, c'était les matchs que je regardais avec mon père quand il jouait à Monaco. Donc je pense qu'il a une chance de devenir le meilleur joueur de l'histoire du monde. Donc moi, ça m'attriste qu'il parte. Malheureusement, pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi est-ce qu'il y a un divorce, c'est une affaire d'argent, tout simplement. Si Mbappé ne part pas, le PSG perd entre 200 et 350 millions d'euros, ce qui représenterait entre 33% et 50% du chiffre d'affaires du club. Ce qui ça veut dire pour le PIB français, c'est comme si on perdait 50% de nos recettes fiscales. Ce serait pas possible de pouvoir vivre dans cette situation. Et donc, en conséquence, pour expliquer aux gens, donc vous avez Kylian Mbappé qui veut partir, mais qui veut partir en embauchant 2 salaires. Le sien, plus ce qu'on appelle une prime de fidélité de 80 millions d'euros. Donc, il toucherait 70 millions d'euros. Il veut une jolie rupture conventionnelle. Voilà. Il veut 150 millions d'euros de salaire et en plus toucher une prime à signature dans son futur club qui est le Real Madrid pour toucher une enveloppe de 250 à 300 millions d'euros. Donc tout ça n'est qu'une affaire d'argent, c'est pas une affaire de sport, c'est pas une affaire de performance sportive, etc. Ce que aimerait le Paris Saint-Germain, c'est qu'il reste une saison et ensuite après qu'il parte, mais en récupérant ce qu'on appelle une indemnité
quand vous avez un joueur sous contrat, vous le vendez en échange d'une indemnité. Mais Kylian Mbappé, dans cette hypothèse, au lieu de recevoir l'indemnité dans sa poche, c'est le PSG qui le recevrait. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas ce type d'accord. Et c'est pour ça qu'on arrive à un bras de fer. C'est tout simplement une affaire d'argent. Et en plus, il faut rajouter une affaire d'ego parce que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2018, il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues de la part de Kylian Mbappé envers le Paris Saint-Germain, qui a fait des demandes répétées pour dire « je veux être au centre du projet », etc. Ce que lui a accordé les propriétaires qataris. Et de l'autre côté, mais trop tard malheureusement, et du côté du Paris Saint-Germain, ils ont fait beaucoup de promesses à Mbappé en termes de recrutement, en termes de coach, en termes de style de jeu, en termes d'objectifs sportifs qu'ils n'ont pas respectés aussi. Donc ça ressemble à un couple qui veut divorcer mais qui ne sait pas comment faire. Des jeux, on se dit serein, etc. Certains qui ont participé, comme par exemple Christian Proutot, qui vient souvent sur nos plateaux, qui a participé au jeu d'Albertville, nous disait, nous, bien plus tôt, on était prêts, on n'en était pas du tout au même stade. Là, il y a encore des réunions de préparation, des réunions sur la sécurité. Alors certes, c'est normal qu'il y ait des réunions jusqu'au dernier moment, mais on a l'impression que ça a été prévu hier et que là, on rattrape un peu du retard et qu'on court après le temps. Oui, malheureusement, je pense qu'on a fait une erreur pour essayer de faire quelque chose de symbolique. Lors de l'attribution des Jeux Olympiques en 2017, on avait le choix entre 2024 et 2028. Et on a préféré faire 2024 pour célébrer le centenaire, en fait, parce que la dernière fois que les Jeux Olympiques avaient été organisés à Paris, c'était en 1924. Malheureusement, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la grande exigence des Parisiens à l'égard de la tenue des JO, qui veulent que tout soit parfait. Et dans le même temps, ils ont choisi une mère qui s'appelle Anne Hidalgo. Donc je ne sais pas comment on fait pour être aussi exigeant à l'égard des Jeux Olympiques et ne pas l'être à l'égard de sa propre mère. Moi, je pense que le point essentiel, il faut bien réfléchir. La prochaine fois qu'on verra les Jeux Olympiques, nous ne serons plus sur cette planète. C'est-à-dire que c'est comme ça. Donc moi, je pense que le but du gouvernement et de la mairie de Paris, c'est de mettre un sursaut national pour faire en sorte que ça se passe bien. Il en va de l'image de notre pays pour une centaine d'années et il en va de l'image de la mairie de Paris qui sont bien au-delà de l'image d'Emmanuel Macron, bien au-delà de l'image d'Elisabeth Borne, bien au-delà de l'image d'Anne Hidalgo. C'est l'image de la France qui se joue. Et si la France a toujours été au rendez-vous de l'histoire lors de ces 2 derniers millénaires, normalement, on est capable d'organiser des festivités telles que celle-ci pour faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. National de la magistrature qui dénonce le fait que la justice fonctionne. Jusque-là, tout est normal. Vous soulignez le bon paradoxe. Moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on a pu maintenir un tel syndicat encore en place. Je pense qu'il aurait dû être dissous depuis très longtemps. On n'a pas voulu s'attaquer au problème de la magistrature qui repose notamment à une grande partie de ses dirigeants et de ses membres qui sont beaucoup trop politisés. Ils ont oublié quelle était leur fonction. Ils rendent la justice selon la Constitution au nom du peuple français. Non pas en fonction de Mediapart, non pas en fonction de leurs envies personnelles, mais en fonction des envies du peuple français et donc de la loi française. Et je pense que trop souvent, beaucoup de magistrats ont un problème, notamment passant à l'École nationale de la magistrature. Moi, j'ai un professeur notamment qui souhaite rester anonyme, qui m'a raconté ça. Il m'a expliqué qu'il pose souvent cette question lorsqu'il arrive devant les étudiants de l'ENM et il leur pose la question suivante. Si vous n'étiez pas à l'École nationale de la magistrature, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Et là, vous avez une surprise magique. Une grande partie d'entre eux voulaient devenir journaliste d'investigation à Mediapart. Donc, ça vous révèle un peu qu'est-ce que ça donne, en tout cas, comme cercle et pourquoi est-ce qu'on arrive à une telle situation. Profil, oui. Moi, je pense que beaucoup de personnes se sont félicitées qu'Éric Dupond-Moretti, même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, et que le gouvernement ait pu obtenir notamment des magistrats. C'est ce que demande l'opinion publique. Oui, c'est tout à fait ce qu'il demande, des peines qui soient rapides et efficaces. Trop peu de personnes, pour l'instant, ont été encore un peu jugées. En fonction du ministère de l'Intérieur, on était à 10 000 émeutiers possibles, jusqu'à 100 000 en fonction des estimations. Il y a eu 700 condamnations. Ce n'était pas assez. Mais en tout cas, ça permettait de montrer que lorsqu'on voulait, la justice était capable de sanctionner rapidement et de pouvoir mettre les personnes devant leurs responsabilités. Et c'est ça qui compte dans la justice. Il y a 2 principes de la justice qui sont essentiels. Le premier, c'est ce que dit Beccaria, c'est dit on doit sortir de la société les personnes qui sont nuisibles. Je pense que quand vous commettez des émeutes, lorsque vous attaquez à des forces de l'ordre, lorsque vous brûlez des biens publics, je ne suis pas sûr que vous pouvez faire corps avec la majorité des Français. Le deuxième point, c'est la question de la responsabilité. Vous faites un acte, vous êtes sanctionné pour que vous preniez conscience de la valeur de votre acte. Et je pense que la justice doit fonctionner sur ces 2 piliers. Et malheureusement, certains, dont dans ces syndicats, ont oublié quelle était l'essence de la justice au-delà de leurs propres envies et leur propre idéologie. Que pour une fois, si j'ose dire, il y a eu ces scènes d'émeutes, que les Français disaient il faut des sanctions rapides, qu'elles ont eu lieu, qu'elles sont la plupart du temps relativement, elles semblent proportionnées. Et pourtant, ce syndicat va à l'encontre, évidemment, de son ministre de la Justice déjà, mais même de ce que pensent les Français. Je pense qu'il n'y a pas tellement de Français qui se disent c'est discriminant de punir les coupables. Non, moi je pense qu'ils se veulent comme le gardien d'un temple, d'une pensée qui est anachronique et qui est de plus en plus en décalage avec la grande majorité des Français. Pour ceux qui nous écoutent, je vais le résumer de la façon suivante. Ces gens-là sont heureux quand vous êtes malheureux. Voilà. Et ils sont malheureux quand vous êtes heureux. Quand vous êtes heureux parce que des personnes ont été condamnées et emprisonnées en raison des actes qu'ils ont commis, ces personnes-là sont malheureuses même si vous êtes heureux. Et c'est ça le problème essentiel. C'est-à-dire que la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, elle est rendue au nom
du principe d'un certain nombre de magistrats provenant de ce syndicat de la magistrature. Il faut rappeler que ce syndicat de la magistrature préfère se concentrer à établir un mur des cons, à établir donc des personnalités en les mettant sur des affiches en disant que ces personnes-là sont des personnes qui sont nuisibles. Et évidemment, ces personnes-là, ensuite, après, lorsqu'elles ont eu des enquêtes judiciaires, on a vu une certaine accélération. Au nom, il n'y a plus de principe d'individualisation des peines, etc. Donc tout ça a été mis en pâture. Donc on voit bien qu'il y a une justice à deux vitesses, mais non pas une justice à deux vitesses, contrairement à ce qu'ils disent, entre ceux qui veulent condamner et ceux qui ne veulent pas le condamner, c'est entre leurs cibles et les cibles qui sont visées par notamment les lois que nous avons fabriquées, etc. Le deuxième point que je vois, je pense, et c'est ça le point essentiel de leur communiqué, c'est qu'on voit bien que depuis, il y a un avant et un après émeute. On voit bien que sur les mesures d'ordre, de sécurité et de justice, les Français, le gouvernement et l'ensemble de la classe politique, hormis peut-être quelques azimutés comme LFI, poussent dans une certaine direction et dans un certain sens. Eux essayent de mettre une pression morale sur les magistrats pour les empêcher d'aller dans ce sens-là. Et donc, du coup, pour revenir à une certaine justice, à une certaine idéologie dans la justice qui a perduré pendant 30 à 40 ans et qui proposait à la fois sur le principe de l'excuse et notamment excuse ethnique et excuse sociale, qui permet de dire on excuse une grande partie, on se concentre davantage sur la réinsertion des potentiels délinquants et criminels que sur la sécurité du peuple français et l'exemplarité et l'effectivité des peines. L'extrême droite peut faire peur, c'est la fin de l'ère Pedro Sanchez. Non, mais à un bémol, on a sorti un rapport hier sur les élections, donc on a établi 4 scénarios, je vérifie, pour ne pas me tromper. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu plusieurs temps de campagne. Le premier, c'est que la droite classique a notamment pris beaucoup de voix à Vox en radicalisant son speech. Pour résumer, pour expliquer aux téléspectateurs français, c'est comme si la droite prenait quelqu'un comme Ciotti qui reprenait les thèses de Zemmour. Voilà, très axé sur le sociétal, très axé sur les questions de l'école, la théorie du genre, etc. Donc sur ces questions-là, auxquelles il faut quand même le rappeler, Pedro Sanchez a plutôt, donc le Premier ministre socialiste sortant, a plutôt un bon bilan sur les questions économiques. Ensuite, après, l'autre point qu'on voit, notamment depuis 2-3 semaines, c'est que l'arrivée des questions climatiques et la peur de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir a permis à la gauche de recoller dans les sondages. Alors qu'il y avait 10 à 15 points d'écart il y a 1 ou 2 mois, là maintenant, il n'y en a plus qu'entre 3 et 6 points d'écart dans les sondages. Donc, ça établit différents scénarios. Le premier, c'est que la droite arrive au pouvoir toute seule, parce que c'est un système par vote à la proportionnelle. Donc c'est très difficile d'avoir une majorité absolue, auquel ils auraient une majorité relative, un peu comme actuellement le président de la République actuelle Macron, et auquel Vox ferait abstention pour soutenir la droite espagnole. Le deuxième scénario possible, c'est qu'ils font une alliance entre la droite espagnole et Vox, donc ça serait une union, pour résumer en France, entre les Républicains et Reconquête de chez Zemmour. Et la troisième possibilité, c'est qu'il y a une remontée assez forte de la gauche qui permette à ne pas arriver du coup de possibilités, donc pas de majorité claire, et on repartirait dans une élection dans 6 mois ou dans 1 an.